Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette deuxième soirée en compagnie de la jeune création française. Nous avions commencé le cycle par l'avant-première du film de Sophie Le Tourneur, Baby Baby Doll au Capitole. Et puis nous allons le prolonger la semaine prochaine, le 18 février, en présence de Guillaume Braque, qui viendra présenter son film Tonnerre. Un peu plus tôt dans la journée se tiendra une masterclass à l'ECAL qui a été un partenaire très étroit tout au long de l'élaboration de ce cycle. Cette table ronde réunira à la fois Guillaume Braque, mais aussi Catel Quillévéré, qui vient de confirmer sa présence, ce dont nous sommes ravis. Elle a réalisé le très beau film Suzanne, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir en Suisse parce qu'il a été distribué. Il y aura aussi Lionel Bayer pour l'ECAL, Frédéric Maire pour la Cinémathèque Suisse et Emmanuel Chaumet, qui est un producteur français très intéressant aujourd'hui, qui produit beaucoup et qui produit vite, avec souvent peu de moyens, des films qui sont souvent de premiers films et qui vont dans les festivals internationaux qui reçoivent un accueil très, très favorable. Il a produit 4 films qui sont dans le cycle à la Cinémathèque, et notamment le film d'Antonin Perejatko, La fille du 14 juillet, que vous allez voir ce soir. La soirée d'aujourd'hui est un peu particulière parce que le ciné-club de l'ECAL nous a proposé de délocaliser exceptionnellement leur séance à la Cinémathèque pour présenter ce film avec nous, ce dont nous sommes ravis. Mais avant de passer la parole à Timothée Zurbuchen pour le ciné-club, juste vous dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir Antonin Perejatko ce soir. Tant son film La fille du 14 juillet, si c'est un premier long métrage, lui est un réalisateur déjà aguerri. Il a réalisé de nombreux courts métrages dont il nous offrira d'ailleurs un petit aperçu tout à l'heure, mais ça c'est encore une surprise. Et son cinéma a vraiment toute sa place dans ce cycle, tant il montre, comme la Nouvelle Vague a pu le faire en son temps, qu'avec peu de moyens, on peut inventer de nouvelles formes, un nouveau langage visuel, et surtout, peut-être, que l'humour, le rire, le burlesque ne sont pas du tout des ennemis du fond et d'un vrai regard porté sur le monde. Voilà, merci. Merci. Merci d'être venus tous voilà, remplir les sièges. Et puis, donc alors, effectivement, vous allez voir en premier un court-métrage qui s'appelle French Kiss que j'ai réalisé en 2004, donc ça date. Mais j'ai choisi de montrer celui-ci parce qu'il y a des cousinages avec La fille du 14 juillet. Donc autant vous le dire tout de suite, si jamais vous n'aimez pas French Kiss, vous n'aimerez pas La fille du 14 juillet. Vous pourrez donc laisser votre place à ceux qui sont assis, à moins que ceux qui sont assis n'aiment pas le film et s'en aillent. Vous pourrez donc prendre leur place sur les marches. Voilà, 19 minutes. Eh bien, j'avais fait ce film au moment de la guerre du Golfe en Irak, la deuxième, puisqu'il y en a eu deux. 2004, voilà, tout à fait. Et puis, c'est-à-dire que j'avais eu cette idée-là parce que j'avais fait un échange avec l'école Louis Lumière et j'étais allé en Norvège en 1999. Alors, en 1999, ils avaient remis au goût du jour les essais nucléaires à Mururoa, donc voilà, tout le monde m'en parlait. J'étais à peine arrivé à l'aéroport qu'on me demandait ce que j'en pensais. Donc au début ça me faisait rigoler, mais au bout d'une semaine j'en avais vraiment marre. Donc surtout quand j'avais invité des Norvégiens à boire un peu de vin que j'avais ramené de France, et ils m'avaient dit « Ah non, on boycotte le vin français ». Bon, donc là ça m'avait un peu vexé, ça m'avait gonflé. Et donc je me suis dit, bon bah qu'est-ce qu'entendent les Américains quand ils voyagent au moment où ils ont envahi l'Irak, voilà, avec tout le succès que l'on connaît. Donc voilà, on va donc voir le film qui est donc en 35 mm, puisqu'il n'existe pas de numérisation
de ce court-métrage. Après, on va s'arrêter. Je vais revenir vous parler un petit peu pour présenter La fille du 14 juillet. Voilà. Et ce qu'il faut dire, je crois, c'est que ce film en 35 mm, vous l'avez apporté dans vos valises. Oui, Exprès pour nous ce tranquillement, soir. voilà, je suis venu avec la bobine. Il a passé la douane. Ah bah, on va rien demander. C'est merveilleux. Timothée, peut-être... Ben, je vais juste dire deux mots. D'abord, merci à la Cinémathèque de nous faire sortir notre anonymat de notre auditoire à l'ECAL et sortir avec fracas. Je trouve ça vraiment fantastique et très stimulant en fait, de voir autant de monde ici pour un ciné-club qui, comme je disais, est assez anonyme. Et là, c'est un plaisir énorme de partager ce film avec vous, de partager cette rencontre avec Antonetta Giaco qu'on voulait faire depuis longtemps, parce qu'au comité, on aime beaucoup votre film. Et on croit surtout que c'est un film qui fonctionne énormément en salle, dans la communication et dans le plaisir qui est partagé. Alors, c'est l'occasion rêvée. Voilà, alors on en pourra en reparler après, mais c'est vrai que effectivement, j'ai fait le long métrage, bon le court aussi, mais pour la salle. C'est-à-dire que, étant donné que nous n'avions aucun financement de la télé, bon ben voilà, on l'a fait pour la salle de cinéma, donc du coup on a forcément privilégié les plans larges, quoi. Voilà, donc ça veut dire que sur un téléphone, bah, vous verrez rien. Et à la télé, bon, on peut voir, mais il faut avoir un grand truc. Bref. Alors voilà, on commence par French Kiss. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on va donc continuer dans la même veine, dans l'absurdité de la société actuelle. Avec donc La fille du 14 juillet. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez forcément apercevoir des cousinages, faire des passerelles. Allô, ouais, faire des passerelles. Voilà, donc il a été fait en 2011-2012. Voilà, comme vous pourrez le constater également en regardant le début du film, puisque j'aime bien faire des petites datations comme ça dans le film. Pour pas que parce que souvent on me dit ah tiens ça ressemble au film des années 60, 70, etc. Donc voilà, pour pas jouer l'époque, je fais des éléments d'aujourd'hui, voilà, des téléphones portables, des voitures d'aujourd'hui, des présidents. Voilà. Ça, on peut pas plus dater que ça. Donc voilà. Petit film encore, enfin budget modeste, tournage rapide forcément, voilà, peu d'éclairage artificiel, tournage également en pellicule. Donc voilà, les choses ayant évolué, pendant le tournage, on n'a pas fait au début on se disait tiens on va peut-être faire une copie, et puis en fait finalement ça ne sert plus à rien de faire des copies aujourd'hui, puisque à part ici, dans les cinémathèques, il y a peu d'endroits où on peut les diffuser. Voilà. Donc j'ai amené quand même une petite surprise, et puis juste après on pourra lancer le film. Une surprise qui concerne l'affiche du film. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vue. Elle est dehors. Elle était là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, on avait ça comme projet d'affiche. Alors bon, c'est pas mal. Sauf que, bon, l'avantage de ça, voyez-vous, c'est que on peut quand même enlever le maillot de bain. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ça, parce que c'est pas folle la guêpe. Alors, ça c'était le deuxième projet d'affiche, donc qui lui aussi a l'avantage de pouvoir quand même, on peut enlever encore la serviette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a ça, parce que dans le film, il y a beaucoup de champagne, on passe le temps à boire, vous verrez. Voilà. Donc ça, c'est le dernier avantage de cette affiche, voyez-vous, c'est que du coup, hop, on peut Voilà. Alors, on a eu la magie, maintenant le cinéma, et à tout à l'heure. Allez.
ce ton qu'il y a dans le film, qui est si particulier, si nouveau. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose comme ça. Comment on en vient à ce ton-là? Comment on décide? Comment on est inspiré pour écrire sur ce ton-là? Déjà, ça prend un peu l'héritage culturel de ce ton-là qu'il peut y avoir en France, par exemple avec les pieds nickelés, Guignol, voilà ce ton joyeusement irrévérencieux qui apparaît effectivement dès les premières séquences avec les deux présidents de la République, où ça fait vraiment le roi est mort, vive le roi, où la République les hommes changent, mais c'est bon, ça, voilà, il reste là. Et en même temps, ce jeu de fête foraine, justement, je ne sais pas si, on en parlait ce midi, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce chamboule tout avec des hommes d'État à la place sur les boîtes de conserve. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu ça dans plein de fêtes foraines, mais je ne sais pas si vous avez passé en Suisse. Non. Voilà, donc c'est effectivement, oui, ça fait partie de. Voilà, pour moi, c'est dans cette lignée-là, quoi. Et puis après, c'est vrai que c'était une façon aussi de voir le monde, d'en parler, de dénoncer certaines choses. Alors, par exemple, bien que le film soit engagé, voilà, c'est pas un film militant. C'est-à-dire que je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de ma façon de voir le monde. Pas si j'ai raison ou tort. J'expose une façon de voir le monde. Après, on la partage ou pas. Mais en tout cas, je cherche à convaincre personne de quoi que ce soit, quoi. C'est pas militant. Mais il y a cette idée d'un ton neuf dans le film. Mais moi, je le trouve aussi qu'il est neuf et en même temps, il est très nostalgique d'une époque. Alors, effectivement... Ah, il y a un DCP qui est en train de courir. Voilà, merci. Qu'est-ce que... Non, je parlais d'une nostalgie d'une époque qui est voilà. un hommage aussi, mais qui est repris et qui est retravaillé. Et c'est là de là aussi que vient l'irrévérence, je trouve. Effectivement, c'était très important pour nous d'avoir, pour nous, je parle avec les comédiens quand on faisait les réunions de travail au début, d'avoir ce ton, enfin cet aspect nostalgique, voilà, de cette traversée de la France, pour ne pas que le film soit juste un enfilage de perles, de gags. Donc voilà, il fallait rajouter aussi une lecture, un niveau de lecture supplémentaire au film. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important oui, à la réalisation, quoi. Et les gags aussi, moi je pense forcément à Méliès, à Buster Keaton dans certains gags, mais aussi dans l'utilisation des vitesses de tournage que vous avez utilisées, parce que ces personnages qui marchent un peu trop vite, qui parlent un peu trop vite, c'est aussi forcément ça appelle un souvenir de cinéma, et ça vous y jouez constamment en fait. Alors effectivement, par exemple, Buster Keaton c'est beaucoup plus physique que puis il y a plus de moyens aussi, donc voilà, j'adorerais pouvoir faire écouler des maisons, mais bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Effectivement, dans le burlesque, et quand je dis burlesque, je parle pas simplement film muet, hein. Dans le burlesque, souvent les personnages ont des démarches bien spécifiques. Donc tout le monde voit à peu près quelle est la démarche de Charlie Chaplin, parce qu'elle est très spéciale. Mais il y a également, par exemple, la démarche de Monsieur Hulot, par exemple, qui marche toujours en angle droit, comme ça, très droit. Enfin, je veux dire, en plus, il a une posture très droite. Groucho aussi, une démarche toujours un peu penchée, là, comme ça, en avançant toujours les bras. Je sais pas. Peut-être alors, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça où
souvent quand on marche, les bras font balancier par rapport voilà, aux jambes, comme vous le savez. Donc, c'est ça qui, voilà, quand la jambe gauche est en avant, c'est le bras droit. Donc, on peut décaler cette démarche qui donnera un effet amusant, où on peut faire comme ça. Voilà. Et là, tout de suite, quelqu'un qui se balade comme ça a l'air un peu ou bébête ou un peu rigolo. Et après, ça dépend en fonction du métier qu'il fait. Voilà. Ça, rien qu'avec la démarche, on peut faire des trucs amusants. Voilà. Et ça effectivement, ça relève du burlesque. Et effectivement, en tournant à 22 images secondes, 0,5, au lieu de 24 ou au lieu de 25, ça casse la démarche naturelle, enfin, ça crée un décalage, et qui se ressent par exemple dans les défilés militaires, autant dans French Kiss que dans La fille du 14 juillet. Les militaires sont filmés à une cadence qui bouge, qui fluctue. C'est-à-dire qu'à la caméra, moi je bougeais un petit peu la cadence, ce qui fait que du coup leur démarche n'est plus réglée comme du papier à musique, mais ça bouge un petit peu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ça aussi que je tourne à des vitesses un petit peu spéciales. C'est pour donner des démarches un peu absurdes aux personnages, quoi, pour les faire ressortir du monde dans lequel ils vivent, pour créer un décalage par rapport au monde dans lequel ils vivent, puisque c'est en tout cas dans La fille du 14 juillet, c'est des gens qui finalement ne se reconnaissent pas, cherchent leur place dans la société, ne voient pas la logique de la société par rapport à eux. Et donc souvent on est tenté de penser en voyant le film que c'est eux qui sont mal, qui font des choses un peu illogiques par rapport à ce que nous voyons. Mais pour moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans leur tête, tout est normal, et pour eux, c'est le monde qui les entoure qui n'est pas normal. Et c'est un monde en fait qui est extrêmement violent dans le film. Il y a un rapport à la violence qui est constant, même si il apporte la comédie à beaucoup de moments, mais en fait, en le regardant objectivement, il y a un rapport avec les armes à feu, mais avec la guerre aussi, qui est très intéressant, qui est très décalé aussi finalement. Oui, et c'est pour ça qu'ils quittent la ville le plus tôt possible aussi, c'est pour fuir cette violence citadine. Et c'est vrai que, bon, c'est montré de manière complètement caricaturale ou outrancière, à la fois le policier qui flingue un type qui s'enfuit, mais à la fois aussi le cuistot qui flingue sa femme, avec l'amant en vacances, que ça va être super, puis ça s'arrête là. Mais en même temps, ça, c'est des choses qui nous rattrapent, et puis c'est vrai que quasiment, un mois peut-être après avoir tourné, il y avait plein de faits divers sordides comme ça à Paris, où il y avait quelqu'un qui était allé se suicider dans une cour d'école au milieu des enfants. Bon, pourquoi pas. Un autre qui avait fait pareil, mais sur le parvis de Notre-Dame. Bon, au moins comme ça, il part direct au paradis, sans faire de détour. Et puis, voilà, bon, c'est des choses comme ça qui, effectivement, nous rattrapent dans le quotidien et qui, finalement, font que ces scènes-là ne paraissent plus si complètement saugrenues. Voilà, c'est une manière outrancière de parler du réel et finalement d'approcher la réalité. Quand on voit le film, il y a une telle vitalité qui s'en dégage qu'on a le sentiment que c'est la vie qui est filmée telle quelle, que presque que ça pourrait être entièrement improvisé. En fait, c'est pas du tout le cas. Comment est-ce qu'on écrit un film comme ça, au millimètre près Comment est-ce qu'on écrit des gags de cinéma quand on travaille un scénario ? C'est pas simple, parce que mettre par écrit des idées visuelles, c'est jamais très très simple. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en
littérature, il y a très peu de littérature ou de romans comiques où on éclate de rire. C'est-à-dire, bon, voilà, il y a Rabelais, bon, pourquoi pas, c'est loin. Cervantes, bon, ça nous fait une belle jambe, tous ces gens-là sont morts. Et puis après, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ou alors, il faut aller dans la bande dessinée. Mais là, c'est à nouveau du visuel, quoi. C'est de la littérature visuelle. Bref. Donc, c'est compliqué, ouais, d'écrire des gags, parce qu'en même temps, si on veut que ce soit drôle, il faut les décrire. Et plus on fait de description, moins c'est drôle. Donc, c'est compliqué. Et après, ça dépend le comédien. Si le lecteur imagine tel ou tel comédien, il se dit « Ah oui, ok, ouais, d'accord, je visualise très bien, ça va être drôle. » Mais si... le problème, en fait, c'est dans les comités de lecture, c'est que souvent, pour une raison que j'ignore, le lecteur, quand il va lire une comédie comme ça, visuelle, va imaginer le pire. Un truc pas drôle. Pas drôle. Alors que pour un drame, il va imaginer le meilleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Non mais c'est une vraie interrogation. Pourquoi est-ce que quand on écrit un type se prend une porte, on dit ah, c'est nul. Voilà. Donc c'est un vrai problème. Je sais pas. Est-ce que vous pensez que ça vient de là, le fait que le film a été si dur à financer? Absolument. Ouais. Réponse laconique. Et donc le financement, comment ça s'est passé? Parce que moi je le connais, mais je pense que il y a eu c'est pas du tout fait dans la lignée habituelle, qui serait des aides nationales, vous êtes allé chercher les aides régionales pour faire le film. Oui, donc les premiers tireurs, c'était la région Midi-Pyrénées. Après, il y a eu quoi un truc, des SOFICA, c'est des crédits d'impôt. Bon, je ne maîtrise pas tout à fait la mathématique économique de ce truc-là. Et puis un peu de l'argent du producteur. Voilà, ça sert à ça aussi, le producteur, c'est bien. Et après réalisation, il y a eu l'Île-de-France qui est rentrée dans la danse. Et puis, une fois que le film était fini, mais vraiment fini, là on a eu le CNC après réalisation, ce qui m'a fait une belle jambe, puisque j'ai pas pu mettre l'argent dans la mise en scène. Et ni sur mon compte en banque. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Monsieur merci pour le film, j'ai beaucoup aimé. Par rapport aux gags que vous écrivez, moi je fais des films aussi, on a fait un film cet été, et on voulait faire une comédie aussi, sauf qu'on se rendait compte que pas mal de scènes ne marchaient pas dans le ton comique. Alors je demande, par rapport aux scènes comiques, gags, combien marche finalement dans le film, combien se fait le montage? Alors je vais répondre pour les deux films, à la fois French Kiss et à la fois celui-là. Pour French Kiss, il y en avait quelques-uns qui ne marchaient pas. Bon. Donc poubelle. Ça on s'en aperçoit au montage. Enfin des fois à la prise de vue, donc là il est encore temps de ne pas le faire. Et des fois c'est au montage, et c'est vrai que la difficulté c'est de savoir si c'est réussi ou pas. Parce que comme moi je le connais forcément, je l'ai écrit, je l'ai tourné, et je suis en train de le monter. Donc c'est délicat de savoir si c'est vraiment drôle ou quoi. Donc là en général, une fois que le film est monté, je demande à 4-5 personnes que je connais, parce que comme ça je sais quelle est la valeur de leur avis. Et je connais leur goût. Et effectivement, là, ils peuvent me dire oui, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Sachant que de toute façon, plus on demande d'avis, plus les avis seront différents. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de demander à 10-15 personnes, parce que à la fin, on sera comme au début, on ne saura pas.
Donc au bout d'un moment, bah, c'est au réalisateur de trancher, quoi. C'est en fonction des avis des uns et des autres, sachant que oui, les avis sont systématiquement contradictoires. Puisque c'est ça aussi qui fait bien qui est l'apanage du comique, c'est qu'il y a des choses qui font... C'est-à-dire que à peu près, bon, normalement, tout le monde a à peu près un sens de l'humour, mais c'est jamais le même. Donc voilà, il y a des choses qui font rire certaines personnes, d'autres pas du tout, et inversement. Donc c'est par exemple, il y a eu... il y a un plan qu'on a tourné qui n'est pas dans le film, c'est le tout premier plan de la guillotine à doigt. Donc on l'a, le plan où le doigt il est coupé. Bon, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? C'était savoir en fait si on le met, à quoi ça sert. Voilà. C'est-à-dire que, oui, bon, on voit le doigt, mais on sait déjà à l'avance qu'il va se faire couper le doigt. Donc est-ce que c'est pas plus drôle de rester sur les regards des deux, et puis hop, comme ça, on s'appesantit pas dessus, et après, effectivement, dans la suite, là, on peut s'appesantir, puisque ça fait partie, là, à ce moment-là, on entre dans l'autre registre, enfin, le comique de répétition. Donc, ouais, non, c'est une vraie difficulté de savoir si on garde pas. Et par exemple, il y a un gag aussi qui vraiment, c'est un des seuls qui a été improvisé, parce que c'est toujours délicat d'improviser des gags, parce que ça suppose un certain axe de prise de vue. Donc, du coup, il faut avoir un découpage déjà établi à l'avance, donc un plan de travail, parce qu'on ne peut pas rajouter des plans comme ça dans la journée, qui n'est pas extensible. Donc du coup, ça se prévoit à l'avance, d'autant plus s'il y a des accessoires à prévoir. Donc là, on ne va pas les fabriquer dans une heure. Bref. Donc c'est le gag du porte-clés qui est élastique. Voilà. Donc Esteban, le comédien, il me dit, ouais, voilà, 2 micros stéréo. Il me dit, voilà, ouais, j'ai ça, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Bon, bah, on va tourner un gag, voilà, tu te le prends dans les couilles, et puis ça va faire rire les gens parce que tu te fais mal. Et puis il sera toujours temps de ne pas le mettre au montage. Donc au montage, la question s'est posée à nouveau, garde-t-on ce gag ou pas? Sachant que ça va faire rire certains et pas d'autres. Et donc on a essayé 2 versions de montage, une sans, une avec, et celle où il n'y avait pas ce gag, la scène paraissait trop longue. Et le gag, en fait, relance vraiment la 2e partie de la scène. C'est très étrange. Voilà, j'ai appris quelque chose. Au milieu d'une scène un peu longue, il faut mettre une petite respiration. Donc je l'ai laissé, pour cette raison-là. Mais voilà, j'aurais très bien pu l'enlever. Alors après, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas trop de pertes, mais c'est peut-être ma mémoire qui... Comme j'ai enlevé, du coup, je m'en souviens moins, quoi. Ouais, donc je sais pas. Mais si, oui, il y a eu des pertes, enfin, des trucs comme... ça valait pas le coup de le tourner, ça. Voilà. Alors en fait, la difficulté aussi, c'est de faire des gags qui ont une valeur scénaristique. Par exemple, là, effectivement, le coup du porte-clés, comme ça a été improvisé, dans le film, à part apporter une certaine identité au personnage, étoffer un peu le personnage, ça ne fait pas évoluer le scénario. On aurait pu faire, je sais pas quel gag, mais avec ce porte-clés, qui fasse évoluer l'histoire et que ça ait une incidence. En général, quand on les prévoit à l'avance, c'est ce que j'essaye de faire, quoi. Que c'est un truc drôle et une incidence sur la suite du film ou sur, je sais pas, un personnage ou des choses comme ça. La difficulté, c'est que du coup, si on fait un gag qui a une incidence sur la suite du film, si le gag est raté, là on est très très mal. Parce que... c'est un peu délicat, et un gag raté, c'est un peu affligeant. C'est même tellement affligeant que ça énerve les gens. Donc c'est comme un film d'horreur qui fait pas peur, quoi.
Donc, puisque vous avez tous constaté, depuis un mois, on sait qu'il y a des choses qui font pas rire les gens et ça les énerve beaucoup. Ouais, bon. En tout cas, ça les a bien énervés. Donc, bon, c'est pas à ce point-là, je vous rassure tout de suite pour mon film. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que voilà, quand on fait une comédie et que ça fait pas rire les gens, ils sont énervés, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc c'est un risque de faire des gags. Non. Et après, par exemple, pour moi, c'est quand le docteur Placenta il peint le mur, là, par exemple. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a une véritable utilité dans le film. C'est-à-dire que il va projeter des diapos d'un amour déçu. Donc, il va le projeter chez lui, mais il n'a pas d'écran. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais projeté ses diapos chez lui. Donc, ça veut dire que sa femme n'est pas au courant. Que personne n'est au courant. Donc, du coup, le fait de le voir peindre le mur, ça explique quelque chose sur son passé, quoi, sur son personnage. Et je pense que, donc ça, c'est des choses inconscientes, évidemment. On ne se dit pas, quand il peint, ah oui, tiens... Et du coup, la séquence suivante, quand il commente les diapos, je pense qu'elle prend vraiment beaucoup plus de puissance grâce à ce gag. Sinon, il aurait juste déroulé le truc, et puis je pense qu'inconsciemment, le spectateur aurait compris que, ok, il va encore passer pour la 20e fois ses diapos, il va nous reparler de son passé, etc. Là, c'est exactement l'inverse, ce que ça dit. Voilà, donc j'essaye au maximum de faire ça. Par exemple, c'est comme le petit labyrinthe, là, pour ouvrir la porte. Et pour moi, c'est l'allégorie du film. C'est-à-dire que c'est des gens qui circulent dans la France et ils se perdent dans une France obsédée par la sécurité, quoi. Voilà, on pourrait résumer le film comme ça, avec une image. Une autre question dans la salle? Moi, j'en ai encore une, je profite. Justement, ce labyrinthe en fait, me permet de passer aux décors qui sont extrêmement riches, extrêmement fournis, mais qui, je pense aussi, travaillent sur l'inconscient de ce qu'on voit et ce qu'on retient et ce qu'on ne retient pas, en fait. Et comment est-ce que vous avez travaillé avec le décorateur dans cette idée-là? Je pense notamment aux bouteilles, à tous les types de bouteilles différentes qui sont présentes. Je crois même qu'il y en a une qui est en forme de gendarme, mais c'est des choses auxquelles on pense après coup ou à un deuxième visionnement. Et je pense qu'on ne reste pas indifférent à ça la première fois. Alors, c'était tellement fauché le film qu'il n'y avait pas de décorateur, mais un accessoiriste qui avait accepté de faire parfois un peu de décor. Donc c'est vrai qu'au maximum, on prenait des décors déjà existants. La plupart du temps, c'était effectivement un travail d'accessoiriste, de ramener des choses en plus dans le décor, ce qui était effectivement le cas de cette bouteille en forme de gendarme. À un moment aussi, c'est moins appuyé, mais on le voit, il lèche un gendarme aussi. Il mange une glace en forme de gendarme, mais c'est vrai que, bon, ben voilà, justement, c'est pas assez drôle, ça, je pense. C'est un peu raté, quoi. Là, on a construit un vrai accessoire. Évidemment, c'est pas une glace, hein, c'est du plastique. Et on a rajouté du cheat dessus pour faire croire que ça fond. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux pour ce gag. Et donc, de toute façon, le gendarme est la figure récurrente du film burlesque. Voilà. On a tous, par exemple, on parlait de Buster Keaton, voilà, Cops, où il y a 200 flics qui courent après Buster Keaton. Voilà, bon, de toute façon, on n'avait pas le budget, hein, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bon, bah oui, mais si tu avais eu plus d'argent, tu aurais fait quoi? Bah, par exemple, l'attaque du canyon, j'aurais mis des rangées de flics en haut. Plutôt que deux clampins là, devant leur camionnette, vieille camionnette maquillée. Oui, parce que comme on avait tourné la casse la veille, et qu'il y avait des véhicules de police, on a récupéré les trucs gendarmes avec les gyrophares, et puis on les a mis sur la camionnette. Là. Voilà. Alors c'est plus confortable d'avoir plus d'argent, mais est-ce
est-ce qu'il y a des choses qui ont existé dans le film à cause du manque de budget et qui ont été très bien en fait pour le film? Le générique, voilà, c'est déjà pas mal. Puisqu'on a commencé à tourner, en fait, comme on n'avait pas beaucoup d'argent et surtout pas assez de liquidité pour tourner en un seul coup, on a tourné 2 fois. Donc une fois 3 semaines en 2011 et 3 semaines en 2012. Le président ayant changé entre-temps, nous avons pu filmer les 2. Voilà, 2 pour le prix d'un, hop. Et sans ça, on aurait tout fait sous Sarkozy. Et ça aurait été dommage parce que ça aurait situé le film entre 2007 et 2012, alors que là, le film garde encore toute sa saveur quand on voit François Hollande qui court après Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Non? Alors je crois qu'il nous reste encore une surprise. Voilà la surprise qu'on a failli vous dévoiler. Un court-métrage de 10 minutes qui n'a absolument rien à voir avec La fille du 14 juillet, esthétiquement parlant, j'entends. C'est à voir parce que c'est quand même le même réalisateur qui l'a fait, c'est moi. Et donc 10 minutes, voilà, vous voulez une histoire. Pour ceux qui ont les transports, c'est ça? Quelle heure il est là? Il y a le temps ou pas? Il est minuit moins 20. Ça s'arrête à quelle heure? Minuit? C'est à vous de choisir. Alors il vous reste 10 minutes après le film, si vous voulez. Voilà. Sauf s'il y a des questions avant, je peux commencer à parler, puis après on lance le film. Donc DCP, 16 mm encore. Je vous rassure tout de suite, le prochain je le ferai entièrement en numérique. C'est un film qui a été projeté au Festival de Clermont-Ferrand et qui vient d'y remporter le prix de la presse Télérama. Voilà, merci Télérama. Merci Antonin Perret-Jacob. Voilà, vous voulez une histoire, donc détective. Ah oui, je ne sais pas si vous avez... Si, vous avez certainement vu des polars au cinéma, mais il ne vous aura pas échappé qu'en général, au début des films, il y a un téléphone qui sonne et souvent Humphrey Bogart va répondre au téléphone et le film commence parce qu'on lui propose une enquête. Donc je me suis dit, tiens, et si jamais il en avait marre de répondre au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien. Du coup, le film s'arrête. Voilà, vous voulez une histoire. Merci, merci beaucoup.